Tu veux connaître la vérité? Une vérité que ton esprit ne pourra pas oublier? Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui avait tout et qui a tout perdu en 72 heures. Et crois-moi, ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires, tu regardes cette vidéo depuis quelle ville? J'adore savoir d'où vous êtes quand vous écoutez mes histoires. Elle était là, debout devant l'immeuble qui portait autrefois son nom. Rachel Morrison. Pendant un instant, elle vit son reflet dans la porte vitrée, mais la porte ne s'ouvrit pas pour elle, pas pour celle qui avait bâti ce lieu brique après brique, nuit après nuit, passion après passion, 9 ans, 9 années de sacrifice, de nuits blanches, de repas sautés, d'appels ignorés, de fêtes de famille manquées, 9 ans qu'elle avait troqués contre un rêve qui avait fini par la dévorer. Et voilà comment tout s'était terminé. En un vote. Un simple vote. 7 voix contre 2. Et le monde qu'elle avait construit s'était effondré en silence. Le garde de sécurité derrière la vitre la fixait, immobile, professionnelle. Elle l'avait croisé 1000 fois, mais elle ne connaissait même pas son nom. Ironique, non? On peut diriger un empire et oublier de regarder les gens qui veillent sur lui. Son téléphone vibrait encore et encore. Des avocats, des journalistes, des investisseurs. Tout le monde voulait un morceau d'elle, sauf la seule personne dont elle attendait un appel, sa petite sœur, Sophie, 19 ans. Et son dernier message la hantait encore. « Tu as toujours dit que la famille passait avant tout, mais tu n'étais jamais là quand j'avais besoin de toi. » Ce matin-là, devant le bâtiment qui n'était plus le sien, Rachel comprit quelque chose qu'elle avait refusé de voir pendant des années. On peut perdre ce qu'on a construit. Mais la vraie chute commence quand les gens que l'on aime cessent d'attendre notre retour. Le vent glacial de New York traversait son manteau comme s'il n'existait pas. Elle leva les yeux vers la tour immense, son ancienne tour, Carson Technologies, le symbole de tout ce qu'elle avait voulu être, de tout ce qu'elle avait cru devenir. 26 ans, elle codait dans un studio qui sentait le café brûlé. À 32 ans, elle était sur la couverture de Forbes. À 34 ans, sa société valait 200 millions. À 35 ans, elle dormait sur un vieux canapé-lit chez une ancienne colocataire d'université. Et ses comptes étaient gelés. Son appartement saisi, son nom traînait dans la boue. Le monde n'avait eu besoin que d'un seul faux rapport financier pour la crucifier. Des factures qu'elle n'avait jamais vues. Des transactions qu'elle n'avait jamais approuvées. Des emails qu'elle n'avait jamais écrits, mais signés de son nom. Elle n'avait pas juste été trahie. Elle avait été enterrée vivante. Les portes de l'immeuble s'ouvrirent soudain. Un homme en uniforme en sortit, un carton dans les bras. Quarantaine, cheveux grisonnants, allure calme. Il posa le carton, ouvrit son thermos et laissa la vapeur s'élever entre eux comme un rideau de chaleur. Rachel s'approcha sans y penser. L'homme leva les yeux. Pas de jugement, pas de pitié, juste « Présence, je dois entrer », dit-elle d'une voix brisée. « Juste 5 minutes. J'ai un ordinateur avec des photos personnelles. Un mensonge. Elle voulait juste revoir cet espace, ces couloirs, cette version d'elle-même qu'on lui avait volée. » L'homme secoua la tête. « Je ne peux pas. Ordre direct de la direction. Je suis vraiment désolé. » Et parfois, la gentillesse fait plus mal que la cruauté. Elle perdit le contrôle. Littéralement, elle se mit à pleurer. Pas une larme élégante, non. Un effondrement total, sur les marches, sous les regards des passants. Brisé. L'homme resta là, ne parla pas, ne jugea pas. Il s'assit simplement à côté d'elle. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Un être humain qui reste. Alors qu'elle essayait de reprendre son souffle, un geste simple la bouleversa encore plus. Il lui tendit un mouchoir. Elle se présenta. Lui aussi. Daniel Cooper. Et ce qu'il allait lui raconter ensuite allait changer sa vie. Tu sais ce qui est étrange? Parfois, ce sont les inconnus qui te comprennent mieux que les gens qui prétendent t'aimer. Et ce que Daniel allait dire à Rachel allait fissurer tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie. Ils restèrent assis quelques minutes, juste à regarder la ville bouger autour d'eux. Puis Daniel inspira profondément, comme quelqu'un qui s'apprête à ouvrir un chapitre qu'il n'a pas relu depuis longtemps. « Tu sais, dit-il doucement, il y a 6 ans,
j'étais assis dans un endroit beaucoup plus froid que ces marches-ci, dans une chapelle d'hôpital. Rachel tourna vers lui un regard fatigué mais attentif. J'attendais qu'un médecin me dise que ma femme s'en sortirait. Elle avait un cancer. J'avais cru pendant 1 an qu'on allait gagner. Je travaillais comme un fou dans une grande firme financière. Je courais partout. Je m'accrochais à l'idée que le boulot allait payer pour les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Il fit une pause. Son regard s'était détourné comme s'il revivait tout. Ce jour-là, elle est partie. Et je me souviens m'être demandé comment j'allais annoncer ça à mon fils. Il avait 7 ans. Je lui ai appris à faire ses lacets. Et quelques heures plus tard, je devais lui apprendre que sa mère ne reviendrait plus. Rachel sentit sa gorge se serrer. La ville autour d'eux semblait soudain trop bruyante, trop vivante, trop indifférente. Daniel reprit. D'une voix simple, presque tranquille, je croyais que c'était le pire moment de ma vie. Et puis 6 mois plus tard, j'ai découvert que je pouvais sombrer encore plus bas. Il expliqua comment il s'était jeté dans le travail pour fuir la douleur. Comment son fils lui montrait ses dessins, lui parlait de ses devoirs. Et comment lui ne voyait rien, ni les dessins, ni les tentatives, ni la solitude de son propre enfant. Un soir, il m'a montré un dessin de la famille, murmura Daniel, et je n'y étais pas. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « Parce que tu n'es jamais vraiment là ». Rachel détourna les yeux. Cette phrase la transperça. Parce qu'elle la connaissait trop bien. C'était exactement ce que sa sœur lui avait reproché la veille. Elle inspira bruyamment. « Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout quitté. Mon job, mon bureau, mes ambitions, tout. J'ai pris un poste de nuit comme garde de sécurité. Moins d'argent, moins de prestige. Mais plus de temps. » Il sourit légèrement. Et j'ai récupéré mon fils. Lentement. Une conversation après l'autre. Un repas après l'autre, c'était difficile, mais j'ai recommencé à vivre. Rachel resta silencieuse. Les mots de Daniel tapaient contre les murs de sa conscience. Elle ne savait pas encore si c'était un conseil, un avertissement ou une invitation à changer. Après un moment, Daniel se leva et proposa « Dis-moi juste où se trouve ton ordinateur. Je vais te le récupérer. Je ne peux pas te laisser entrer, mais je peux au moins faire ça. » Elle lui donna le numéro du bureau et le regarda disparaître derrière les portes qu'elle ne franchirait plus jamais. Pendant qu'elle attendait, elle prit son téléphone. Elle fixa le nom de Sophie. Son doigt tremblait. Elle appuya une sonnerie, 2, 3. Puis une voix glaciale. « Qu'est-ce que tu veux, Rachel ?» Elle ferma les yeux. « Je veux m'excuser. Je veux dire que j'ai été absente, égoïste, aveugle. Tu avais raison sur tout. Et je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne peux pas réparer le passé, mais je veux être là maintenant, si tu me laisses essayer. » Silence. Un silence long, lourd, presque insupportable. Puis, grand-mère est à l'hôpital. Problème cardiaque. Je suis seul depuis hier soir. Et j'ai peur. Rachel se leva d'un bond. Je viens tout de suite. Dans 25 minutes. Je suis là. D'accord. Un mot. Petit, fragile, mais un mot qui ouvrait une porte. Au même moment, Daniel ressortit du bâtiment avec le sac contenant l'ordinateur. Tiens. Et bonne chance pour tout ce que tu vas affronter maintenant. Rachel prit le sac, souffla un « merci sincère » et se mit à courir vers le métro. Elle ne fuyait pas. Cette fois, elle allait vers quelque chose, vers quelqu'un. Le métro cahotait dans l'obscurité, mais Rachel ne voyait rien autour d'elle. Elle ne voyait que le message de Sophie. La peur dans sa voix, la possibilité de perdre encore quelqu'un et de n'avoir personne à blâmer sauf elle-même. Quand elle arriva à l'hôpital, elle trouva sa sœur recroquevillée sur une chaise en plastique, les yeux rougis, les épaules tremblantes. Sophie leva la tête, surprise, presque incrédule, de la voir en chair et en os. « Tu es venue... vraiment venue ?» Rachel ne répondit pas. Elle s'assit à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchèrent, et prit doucement sa main. C'était la première fois depuis des années qu'elle posait un geste aussi simple, aussi vrai. Sophie raconta tout, les douleurs dans la poitrine de leur grand-mère, les ambulanciers, les heures d'attente, la peur de revivre la même histoire que leurs parents. Rachel l'écouta. Pour la première fois depuis longtemps, elle écouta vraiment. Quand elles purent entrer dans la chambre, leur grand-mère paraissait fragile, pâle, mais vivante. Son regard pétilla quand elle les vit toutes les deux. « Ah, mes deux petites, enfin réunies. Il aura fallu un cœur capricieux pour que vous veniez m'embrasser en même temps. »
Même malade, elle trouvait le moyen de lancer une plaisanterie. Rachel se sentit rougir. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Je suis tellement désolée, mamie. Pour tout. Pour les années où je n'étais pas là. Pour... » La vieille femme la coupa d'un geste. « Ce qui est, ma chérie. L'important, c'est ce que tu fais maintenant. Et maintenant, tu es ici. C'est tout ce qui compte. » Elles restèrent là pendant des heures, à discuter de petites choses, à reconstruire des liens trop longtemps négligés. Et pendant ces heures, quelque chose changea en Rachel. Elle ne cherchait plus à fuir, ni à prouver qu'elle valait quelque chose. Elle voulait simplement être présente. Les jours suivants furent étrangement doux. Rachel dormait parfois sur le canapé de Sophie, parfois sur la chaise pliante de la chambre d'hôpital. Elle aidait pour les papiers, parlait avec les médecins, achetait des cafés brûlants dans les distributeurs automatiques. Sophie commença à rire de nouveau, à lui raconter ses cours, ses amis, ses projets. Et leur grand-mère, bien que fatiguée, retrouvait lentement des couleurs. Un après-midi, alors qu'elle descendait chercher un sandwich, elle tomba sur Daniel et son fils Ethan dans la cafétéria. Ils la rejoignirent à sa table comme si c'était devenu habituel. « Alors ?» demanda Daniel. « Comment va ta grand-mère? »« Mieux, beaucoup mieux. Et... merci. Sérieusement, sans toi, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de revenir ici. » Daniel secoua la tête. « Tu t'es sauvée toute seule, Rachel. Moi, je t'ai juste offert un café tiède et une histoire triste. Le reste, c'est toi. » Ils parlèrent longtemps. Ethan posa des questions sur son ancienne entreprise, sur la technologie, sur la manière de construire un projet qui compte. Rachel sentit un plaisir étrange, nouveau, à transmettre sans se mettre en avant. Daniel la regardait avec cette douceur habitée, celle d'un homme qui avait perdu beaucoup, mais appris plus encore. Le soir où leur grand-mère fut autorisée à rentrer chez elle, Rachel accompagna Sophie jusque devant le campus. Sophie s'arrêta, hésita, puis dit « Tu sais, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais j'aime la nouvelle toi, celle qui reste, celle qui écoute, celle qui n'est pas accrochée à son téléphone toutes les 2 minutes. J'avais oublié à quel point tu pouvais être humaine. » Rachel sourit, un sourire vrai. Moi aussi, je m'étais oublié. Mais je compte bien ne plus disparaître. Les mois passèrent. Son ancienne entreprise proposa de la reprendre. Elle refusa, elle n'en voulait plus. Elle préféra devenir consultante. Aider les petites sociétés à éviter les erreurs qu'elle avait payées si cher. Elle gagnait moins, mais vivait mieux. Elle dîna plus souvent avec sa famille en 3 mois qu'en 9 ans. Elle apprit à connaître Ethan. Elle partagea d'innombrables cafés avec Daniel, jusqu'au jour où un café devint un dîner, puis un dîner devint une habitude, puis une habitude devint quelque chose de plus profond. Et un soir, 6 mois plus tard, elle se retrouva une dernière fois devant l'ancien immeuble, celui dont elle avait été expulsée. Mais cette fois, elle ne se sentait pas brisée. Elle était debout, libre, vivante. Daniel sortit du bâtiment, termina son service et la rejoignit. « Alors, nostalgie ?» demanda-t-il avec un sourire. « Non » répondit-elle en prenant sa main. « Juste un au revoir. Ce que j'avais à trouver n'était pas ici. C'était là, dans les bonnes personnes, dans les bonnes priorités, dans ma vraie vie. » Ils s'éloignèrent ensemble tandis que les lumières de la ville s'allumaient, et pour la première fois depuis des années, Rachel ne se demandait plus ce qu'elle devait devenir. Elle était simplement elle-même. Avant que tu partes, dis-moi dans les commentaires, tu penses que Rachel a fait le bon choix en refusant de récupérer son entreprise? Oui ou non? Et pourquoi? Je lirai vos réponses.